19 h sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Les athlètes et le public n'ont pas à s'inquiéter. Le gouvernement a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour un bon déroulement des activités dans l'ensemble du programme du début jusqu'à la fin. Telle est la communication du ministre des Sports, François Kabulo Mwanakabulo. En prévision de la tenue de la 10e Assemblée générale des gouverneurs dans la ville de Kalemi, en la province du Tanganyika, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, a rendu compte au cours de la 106e réunion du gouvernement des préparatifs mis en œuvre pour respecter ce rendez-vous institutionnel. Et enfin, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP en sigle, a suspendu tout mouvement de revendication organisé en dehors des démarches déjà engagées avec la primature pour trouver des solutions aux attentes des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Pour ce faire, l'INAP a interdit le sit-in qui a été prévu devant l'hôtel du gouvernement ce lundi 31 juillet par des auteurs non autorisés. On se retrouve pour un nouveau journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, le ministre des Sports, François Kabulo Mwanakabulo, est engagé à assister à plusieurs compétitions qui se livrent au 9e jeu de la francophonie. Satisfait des performances des athlètes dont il connaît les moyens pour les accompagner, il a rassuré la volonté ferme du gouvernement de rencontrer les attentes de tous. Extrait des propos du ministre dans les gradins. Suivez. Les athlètes, il faut les respecter. Vous savez, dans notre gouvernement, nous faisons un effort pour replacer l'athlète au centre de nos préoccupations. C'est pour ça que nous sommes très regardants sur les conditions de l'athlète. Nous-mêmes, moi personnellement, si j'ai été athlète, je me préoccupe sur la condition de l'athlète. Il faut placer dans de très très bonnes conditions pour donner les bons résultats. C'est ça notre leitmotiv. Est-ce que l'athlète a dormi? Est-ce que l'athlète a été payé? Est-ce que l'athlète a été nourri? C'est comme ça. Et à partir de là, dès que l'athlète est logé, dès que l'athlète est nourri, la compétition peut commencer. Dans ce même chapitre, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, en compagnie du ministre des Sports, François Kabulo Mwanakabulo, ont visité le village de la presse, construit à l'entrée principale du stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce village est une plateforme spécialement conçue pour tous les besoins de la presse en ce qui concerne la couverture des 9e Jeux de la francophonie. Et cette occasion a permis aux deux autorités du gouvernement, anciens journalistes bien connus, de retrouver plusieurs confrères de la communauté et des professionnels des médias avec lesquels beaucoup d'émotions ont été partagées. Suivez à cet effet un extrait des propos du ministre de la Communication et des Médias. Que la République démocratique du Congo a gagné dans la lutte africaine. Il y avait 6 autres médailles qui ont été remportées par nos athlètes dans de différentes catégories de cette discipline individuelle. C'est dire que ce n'est pas seulement l'organisation, mais c'est aussi ces victoires que nous remportons dans un contexte de résilience, dans un contexte difficile. C'est dire que la République démocratique du Congo a entamé la marche vers son redressement, et ce dans tous les niveaux, y compris au niveau sportif. Écoutez, c'est beaucoup de travail pour ouvrir le jeu de la francophonie, une dizaine de jours. Il fallait penser à, j'allais dire, lier l'utile et l'agréable, donc à créer un espace qui permet à la fois aux journalistes congolais et internationaux d'avoir un espace où ils peuvent interagir, où ils peuvent se rafraîchir, parce que c'est toujours un peu de coup de chaleur. Je l'ai vécu moi-même.
J'ai fait presque 1 kilomètre ou 2 kilomètres à pied pour arriver au stade Tata Raphaël. C'est dire que nous sommes plutôt contents de voir que les Congolais se sont appropriés de ces Jeux. Ils vont participer à des compétitions et apporter leur soutien à nos différents jeunes qui compétissent. Et on n'aurait pas demandé mieux que cela. Et donc, les journalistes qui sont censés couvrir ces événements sont censés eux aussi être dans les conditions optimales pour travailler. Et c'est ce que nous avons assuré. Et puis, changeons de chapitre à présent. Un incendie s'était déclaré à l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante à Bukavu, en la province du Sud Kivu, dans la matinée du 29 juillet 2023. Plusieurs dégâts matériels enregistrés. Jusque-là, les origines de cet incendie ne sont pas connues. Néanmoins, la Commission électorale nationale indépendante invite les autorités à diligenter une enquête pour déterminer les causes de cet incendie. Suivez. Au total, 963 machines à voter, des motos, des batteries au lithium ainsi que des panneaux solaires ont été consumés dans la matinée du 29 juillet, selon le communiqué officiel de la centrale électorale, dans l'incendie d'un entrepôt de la CENI à Bukavu dans le Sud Kivu. Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Sud Kivu, Gaudens Maéché, 300 autres machines à voter ont pu être sauvées. Ces matériels étaient destinés essentiellement à l'équipement de bureaux des antennes de la CENI à Bukavu et de certains territoires en prélude des prochaines élections. La centrale électorale invite les autorités compétentes à diligenter une enquête pour déterminer les causes de cet incendie et les cas échéants, sanctionner les auteurs matériels et intellectuels conformément à la loi. Pour sa part, le gouverneur du Sud Kivu a annoncé l'ouverture des enquêtes pour établir les responsabilités. Selon des sources du gouvernement provincial du Sud Kivu, le président de la centrale électorale s'est entretenu avec le chef de l'exécutif provincial. De leurs échanges, Denis Kadima aurait confirmé l'arrivée dans une semaine d'une équipe de la CENI à Bukavu pour des dispositions idoines. Cet incendie s'est produit quelques jours après que le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, a doté la ville de Bukavu de 5 camions anti-incendie. Et puis l'honorable député national d'Elysée Sanga Ipung Djakaseng, élu de la circonscription de Demba au Kasaï central, candidat déclaré pour la présidentielle prochaine, membre de l'opposition et président du parti politique En Vol, a été touché vivement à la tête par un projectile alors que son cortège se rendait vers le lieu du meeting annoncé. C'était le samedi 29 juillet dernier à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Quelques journalistes de sa suite ont subi de plein fouet le caillassage de leur véhicule. Images et commentaires. Suivez. Le contexte politique congolais livre peu à peu de nouvelles facettes inquiétantes quant au climat d'adversité qui prévaut entre les différents camps politiques. Il y a eu une vive tension sur la ville pour empêcher effectivement le rassemblement de nos partisans. Mais on ne leur empêchera pas de penser et surtout d'agir dans le sens du droit et de la liberté. Et nous sommes là pour les encourager, pour leur dire que un autre Congo est toujours possible et il est encore possible. Il s'appelle la refondation du Congo. Il convient que la culture du respect des droits et des prescrits de la Constitution s'observe scrupuleusement à tous les niveaux des citoyens congolais, du sommet à la base de la société. L'exemple tout récent est arrivé le samedi 29 juillet dernier dans la ville de Kananga, lorsque le cortège du président du parti En Vol, l'honorable député national élu de la circonscription de Ndemba dans la province du Kasaï central, d'Elysée Sanga, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, leader dans l'opposition, a été victime d'une agression. Un projectile lancé l'a vivement heurté à la tête pour interrompre sa procession dans les rues vers le lieu où il était prévu de tenir un meeting. Dans la foulée, le convoi de sa suite a subi brusquement des jets de pierre qui ont endommagé les véhicules et touché quelques-uns parmi les journalistes attachés à cette activité et dans l'exercice simple de leur métier. On vient d'échapper à quelque chose là. Moi, je peux même plus m'asseoir parce que, voilà, j'ai raté une grosse brique. Nous sommes à Kananga. Là, c'est là où j'étais assise. Je ne peux même plus.
il y a des verres, il y a une pierre qui est arrivée ici. Cet acte déshonore l'état de droit prôné par le chef de l'État et démontre le degré inacceptable de l'intolérance politique qui prend de plus en plus de place dans les discours et les comportements des uns et des autres. Debout la patrie, parti cher à l'honorable Mwanza Singoma se prépare pour affronter les élections prévues en décembre prochain. Au niveau de la fédération de Moamba, c'est Madame Pascaline Ndedi qui est à la manœuvre. Elle a présidé une matinée politique avec les militants venus de 17 quartiers de la commune de Kisenso pour les appeler à affûter leurs armes. C'était dans une cérémonie haute en couleur le dimanche 30 juillet 2023 qui a abouti à une adhésion massive. Suivez. À quelques mois des échéances électorales, les personnes aguerries s'alignent dans l'ordre de bataille. Au parti politique Debout la Patrie, DP en sigle, parti cher à l'honorable Mwanza Singoma, le décor est déjà planté. Ici, tout le monde est prêt à affronter les élections prévues en décembre 2023. Dans une salle pleine comme un œuf, Madame Pascaline Ndedi a réuni le militant venu des 17 quartiers qui composent la commune de Kisenso afin de le mobiliser pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Debout la Patrie, étant un parti de masse, ces grands rassemblements est une démonstration de force dans cette commune qui est confrontée à plusieurs difficultés, notamment l'insécurité. Prenant la parole, Madame Pascaline Ndedi a appelé le militant à s'approprier de ces partis politiques qui placent l'homme au centre de ses actions. ebele tokendanga bango na bamanifestation na grete boyebi mais lelo bomoni ke tochange elamba na lelo toza na DP nasi mama lorati na lobi yango nyonso me nga natelemeli nini natelemeli ke toza na bafiche awa donc mutu nyonso oyo aza na kati bino nyonso nayebi ke boza na kati ya parti na biso oyo ya DP. Alors, tous les 17 quartiers à Kisenso. De son côté, Eric Ramazani, secrétaire général du parti Debout la Patrie, a mis un accent particulier sur l'objectif qui est celui de donner au président de la République Félix Tshisekedi une majorité absolue au Parlement. C'était quand même important tout ça la descente à Kisenso. Na cadre ya sensibiliser la base na biso pona mapona mieux ezali koya d'ici là. C'était important tout ça la délégation auto kitana Kisenso pona toya ko confirmer réellement que la base na biso ya Kisenso za ko exister à travers candidate na biso ya Debout la Patrie Maman Pascaline. Je pense que dans 5 mois mapona mieux ezali koya bango pe va continuer ko sensibiliser pour être topé ça d'abord tout voté chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, et puis topé ça est majorité à tous les niveaux, à niveau national, à niveau provincial, comme dans l'élection municipale au Koya. Occasion pour Madame Pascaline Ndedi de présenter son équipe de hommes et de femmes qui ont accepté de l'accompagner pour le développement de la commune de Kisenso. Pour promouvoir la jeunesse, Madame Pascaline Ndedi a remis un don de vareuse à une équipe de la commune de Kisenso. A noter que cette cérémonie a abouti à une adhésion massive de membres. Et comme annoncé au sommaire, les préparatifs de la 10e session de la conférence des gouverneurs qui se tiendra dans la ville de Kalemi, en la province de Tanganyika, ont été abordés à la 106e Conseil des ministres où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a évoqué la réhabilitation de Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et la déchéance de Mathias Kabeya, gouverneur du Kasaï oriental. Rantaluyela nous en dit plus.
En marge de la 10e session de la conférence de gouverneurs qui se tiendra à Kalemi dans la province de Tanganyika, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a fait le point de préparatifs au gouvernement avant d'évoquer la réhabilitation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, et de la déchéance du gouverneur de la province du Kasaï oriental, Mathias Kabeya. Ceci ressort de la situation de la territoriale présentée par le vice-premier ministre de l'Intérieur lors de la 106e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 28 juillet 2023. Godin Poy a été destitué au poste de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le 7 juillet dernier. Il lui est reproché notamment l'abus du pouvoir et la mauvaise gestion. Cette déchéance est intervenue après un bras de fer entre lui et le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Le chef de l'organe délibérant reprochait à l'autorité urbaine notamment les arriérés des émoluments de députés provinciaux et la mauvaise gestion de la capitale congolaise. Retournement des situations le 25 juillet. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a suspendu la décision de la plénière de l'Assemblée provinciale. Cette décision est une mesure provisoire prise par la cour d'appel jusqu'à ce que les litiges en annulation de cette décision soient terminés. En date du 13 juillet, Jean-Tini Ngobila avait porté plainte contre Godin Poy. Selon la plainte déposée au parquet général près la cour de cassation, Ngobila estime que Poy l'a méchamment qualifié d'auteur d'une gestion opaque de la vie de Kinshasa. Cette semaine, Godin Poy a notifié le vice-président de l'Assemblée provinciale de la fin de son intérim pour dire qu'il reprend le service. Affaire à suivre. Poursuivant ce journal, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP en sigle, via son président, M. Fidel Kiyangi Matangila, a levé la décision qui prévoyait de tenir un sit-in à l'hôtel du gouvernement ce lundi 31 juillet 2023. L'INAP invite donc tous les fonctionnaires et agents de l'État congolais de vaquer librement à leurs occupations en attendant la convocation imminente de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale pour la recherche des solutions aux revendications des unités de la fonction publique. Suivez les éclaircissements du président de l'INAP. Nous avons appris par la voie des ondes qu'un syndicat membre de l'INAP invite les agents à l'hôtel du gouvernement pour un sit-in pour réclamer les avantages sociaux, les augmentations des salaires, les nominations des agents par les décrets et les ordonnances du chef de l'État. Toutes ces questions évoquées par les syndicats membres de l'INAP seront traitées dans notre commission paritaire qui sera convoquée, sauf changement de dernière minute, dans une semaine. Nous pensons que nous avons mis en place l'intersyndicale nationale de l'administration publique pour que chaque fois qu'il y a un problème, que nous puissions les résoudre ensemble. Il est donc hors de question demain, le 31 juillet 2023, des manifestations ou des sit-ins devant l'hôtel du gouvernement. Nous profitons de cette occasion pour demander au Premier ministre que nous lui donnons 6 jours afin qu'il instruise son vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ministre d'État au budget et le ministre des Finances pour que la commission paritaire commence. Nous demandons aux agents et fonctionnaires qu'en attendant l'ultimatum de 6 jours que nous venons de donner au gouvernement, que chaque agent puisse vaquer à ses occupations et qu'il n'y a pas de sit-in, il n'y a pas aussi des assemblées générales à les tenir devant l'hôtel du gouvernement. La journée internationale de la femme africaine existe depuis 1974. Elle a lieu le 31 juillet de chaque année en commémoration du 31 juillet 1962, date à laquelle des femmes de l'ensemble du continent africain se réunissent pour la première fois et créent la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, l'Organisation panafricaine des femmes. Explication de la nature de cette journée dans cet élément. Le but de ces femmes était, malgré les différences ethniques et linguistiques, d'unir leurs forces,
de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. À la suite de la rencontre des femmes africaines à Dar es Salaam, cette journée sera promulguée par les Nations Unies en 1962 avant d'être officiellement consacrée le 31 juillet 1974 lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenu au Sénégal. La Journée internationale de la femme africaine est peu connue mais est tout de même célébrée dans plusieurs pays du continent. Grâce à cette journée, les droits des femmes en Afrique ont connu une amélioration importante. D'ailleurs, plusieurs États ont mis en place des instruments pour apporter une protection certaine à la gente féminine. C'est ainsi que l'Union africaine va adopter, entre autres, le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, communément appelé le protocole de Maputo, adopté le 11 juillet 2003 par l'Union africaine à Maputo, au Mozambique, et entré en vigueur en novembre 2005. La déclaration solennelle pour l'Église de genre en Afrique, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine en juillet 2004 à Addis Abeba. Cependant, les femmes africaines font toujours face à de nombreux défis au sein de leur société. Qu'elles soient entrepreneuses, dirigeantes dans la vie publique ou membres de conseils d'administration, plusieurs contraintes les empêchent de faire valoir leur potentiel. Dans le monde rural, du temps et de l'énergie sont énormément dépensés dans la recherche de l'eau et du bois, par exemple, fortement impactées par la diminution des ressources naturelles et de plus en plus vulnérabilisées par les conséquences significatives du changement climatique. Elles sont donc redevables de faire preuve de plus d'adaptabilité. Et enfin, rendons-nous en dehors de nos frontières. Le sommet à Saint-Pétersbourg entre la Russie et l'Afrique apparaît comme le rendez-vous de tous les changements pour le dialogue entre le Nord et le Sud. Plusieurs défis pour les Africains comme pour les Européens se dessinent au travers cette percée de la Russie dans plusieurs pays africains où les ambitions de Vladimir Poutine se précisent plus clairement pour séduire le continent et détrôner les Occidentaux. En conclusion, le monde est en train de changer. Explication avec nos confrères de France 5. Suivez. Dans les mois qui viennent, dans 3-4 mois, nous serons en mesure d'assurer les livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Pendant ce temps, les frappes russes continuent de cibler les infrastructures portuaires d'Odessa, point de départ des navires céréaliers. À l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, interpelle les chefs d'État africains et leur demande d'alerter Vladimir Poutine sur l'avenir de la sécurité alimentaire mondiale. C'était l'équivalent de l'exportation de 18 milliards de pain par ce seul corridor que la Russie a maintenant fermé. Mais à Moscou, Vladimir Poutine entend profiter de la fin de l'accord céréalier pour exporter plus de blé et affiche dans une lettre publiée cette semaine sur le site du Kremlin ses ambitions africaines. Les sociétés russes sont intéressées à intensifier leur travail sur le continent dans le secteur high-tech et l'exploration géologique dans le secteur énergétique, y compris l'énergie nucléaire dans l'industrie chimique, l'exploitation minière et l'ingénierie des transports, l'agriculture et la pêche. Il y a les mots et il y a les actes. Depuis l'invasion russe en Ukraine, Moscou intensifie son offensive diplomatique en Afrique. Le Kremlin en quête de soutien met les moyens. Le ministre des Affaires étrangères sillonne le continent. Au total, 4 tournées en 1 an et demi avec toujours la même rhétorique anti-occidentale. Votre déplacement ici avec le Mali, nous voudrions d'abord en souligner le caractère historique parce que des mémoires, en tout cas des diplomates maliens, nous pensons que c'est la première fois que nous recevons ici, en République du Mali, un ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nous et nos amis maliens, ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains, considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les Occidentaux ont annexé et exploité ces territoires, ce continent, ils devraient s'habituer au fait que le monde a changé.
Mesdames et messieurs, ce journal est arrivé à sa fin, mais avant tout, je vous prie donc de suivre le rappel des titres. Le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, les athlètes et le public n'ont pas à s'inquiéter. Le gouvernement a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour un bon déroulement des activités dans l'ensemble du programme du début jusqu'à la fin. Telle est la communication du ministre des Sports, François Kabulo Mwana Kabulo. En prévision de la tenue de la 10e Assemblée générale des gouverneurs dans la ville de Kalemi, en la province du Tanganyika, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, a rendu compte au cours de la 106e réunion du gouvernement des préparatifs mis en œuvre pour respecter ce rendez-vous institutionnel. Et enfin, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP en sigle, a suspendu tout mouvement de revendication organisé en dehors des démarches déjà engagées avec la primature pour trouver des solutions aux attentes des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Pour ce faire, l'INAP a interdit le sitting qui a été prévu devant l'hôtel du gouvernement ce lundi 31 juillet par des auteurs non autorisés. Voilà qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt. Au revoir.